Et on est tout bon. Très bien. Déjà, je voulais déjà vous remercier d'être venu. C'est très sympathique. Je voulais aussi remercier déjà forcément le Flutter Meetup Group de Nantes pour m'avoir invité. Et pas forcément Google, mais Google pour avoir sponsorisé mon voyage jusqu'ici. C'est sympa. Ça sera sur toutes les slides. Je suis désolé. Du coup, qu'est-ce que je suis? Je vais me présenter rapidement parce que il faut pas forcément croire et écouter ce que je dis si vous savez pas qui je suis, ou déjà en général, n'écoutez pas ce que tout le monde vous dit. Du coup, qu'est-ce que je suis? Je m'appelle Enzo Conti. Aujourd'hui, je suis CTO d'une startup parisienne qui s'appelle EasyMob. Si vous voulez, on pourra en parler plus en détail plus tard, mais on fait pas mal de choses sur l'accessibilité, notamment visuelle et cognitive. Et à côté de ça, du coup, je suis le Google Developer Group l'organisateur plutôt du Google Developer Group de Bordeaux, puisque je suis bordelais. Et je fais également le Flutter Meetup Group de Bordeaux, donc l'équivalent de pourquoi on est réunis aujourd'hui ici. Je fais du Flutter depuis maintenant plusieurs années, on va dire 6, 5, 6, quelque chose comme ça. Et vous pouvez me retrouver sur tous mes socials et je suis depuis très récemment aussi Google Developer Expert sur Flutter et Dart. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur comment on devient Google Developer Expert, c'est quoi le programme de Google là-dessus et qu'est-ce que ça implique, je ferai un plaisir d'essayer de vous expliquer ça parce que c'est pas forcément non plus très clair. Ok, du coup aujourd'hui on va parler d'accessibilité et pour ça je vous ai fait un petit agenda, en 4 points. Ça va être assez rapide sur les premiers et après vous verrez, ça se complexifie un petit peu. Du coup en premier on va voir qu'est-ce que c'est que l'accessibilité, parce que il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est l'accessibilité, ce serait bête de perdre 25 minutes et de ne pas savoir de quoi on parle. Ensuite on va parler de différentes formes de handicap, on va voir grossièrement, ça ne sera pas forcément exhaustif, mais ce sera sur celle dont on va parler aujourd'hui, parce que sinon après on peut s'égarer sur des heures et des heures et des heures. Ensuite, on va parler de démystification d'accessibilité, c'est ma partie favorite, on verra ça ensemble. Et on verra ensuite toutes les solutions. Hop, qu'est-ce que c'est l'accessibilité? Est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui ont déjà entendu parler d'accessibilité? Ouais, tout le monde, pratiquement. Ok, super. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient capables de me définir ce qu'est l'accessibilité aujourd'hui? Vas-y, Baptiste. L'idée, c'est que n'importe quelle personne, quel que soit son handicap, puisse naviguer sur une page internet dans le cadre, par exemple, d'un site internet. Ok, en vrai, c'est une plutôt très bonne définition. Surtout, ce qui est super important, aujourd'hui, là, je vais lire la petite description que fait Wikipédia. On nous dit que l'accessibilité, c'est rendre accessibles les contenus et services par les personnes handicapées et plus généralement par tous les utilisateurs. Ce qui est vraiment super important dans cette phrase-là, c'est qu'en fait, c'est pas forcément que les personnes handicapées. Aujourd'hui, quand on fait l'accessibilité, on vient en fait faire de l'accessibilité pour tout le monde, pas forcément que pour les personnes handicapées. On vient pas dire, je viens rendre ce produit accessible-là pour telle catégorie de personnes. On vient rendre accessible un produit dans son ensemble. Et ça, c'est super important. Du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est l'accessibilité, c'est super simple, on va passer aux formes de handicap. Je l'avais dit, c'est super rapide, la première partie. Au niveau des formes de handicap, comme je dis, il y en a plein, c'est assez exhaustif, et aujourd'hui, on ne va pas parler de tout, donc je vous ai fait des petites catégories. On va parler du coup de handicap sensoriel, donc ça va regrouper tout ce qui est les personnes non-voyantes et les personnes qui sont malvoyantes. On va aussi parler de personnes qui sont non-entendantes et qui sont malentendantes. Donc ça, c'est des handicaps sensoriels, autant pour moi. Et on va aussi avoir les handicaps cognitifs. Les handicaps cognitifs, c'est tout ce qui va être dyslexie, hyperactivité, troubles de déficit d'attention. On va avoir aussi également les handicaps de mobilité, donc ce qui est PMR, donc les personnes à mobilité réduite, donc typiquement les personnes qui sont qui ont par exemple, je sais pas, par exemple, qui sont en chaise roulante, qui ont des béquilles, toutes ces choses-là. Et on va parler des choses temporaires. Qu'est-ce que je dis par temporaire? Par temporaire, je dis par exemple, vous allez au ski, vous faites super bien, vous faites une petite piste rouge, vous faites une mauvaise chute, vous vous cassez la jambe, boum, vous tombez dans cette catégorie de handicap de mobilité temporaire. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Comme je l'ai dit, on va parler des mensonges sur l'accessibilité. Les mensonges sur l'accessibilité, c'est un petit peu ma partie favorite, puisque ça fait 5 ans maintenant aujourd'hui que je suis vraiment d'accessibilité.
Et en fait, aujourd'hui, le vrai problème de l'accessibilité, c'est pas forcément que les développeurs ne veulent pas faire d'accessibilité, c'est pas forcément un manque d'éducation, c'est plus un manque de positionnement par rapport aux décisionnaires. Les décisionnaires, c'est les personnes qui vont prendre en charge un projet et qui vont dire, voilà, on a le budget pour faire ça, 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 ça. Et en général, la première chose qui part à la poubelle, c'est l'accessibilité. Quand on n'a plus de budget, on dit l'accessibilité, on verra plus ça plus tard, et en fait, on ne le fait jamais. Du coup, pour ça, dans toutes mes connaissances et dans tous les projets que j'ai pu faire avec différents clients, on m'a sorti un certain nombre d'arguments sur l'accessibilité et sur le pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire d'accessibilité ou le pourquoi il faut en faire. Et aujourd'hui, je vais un petit peu vous démystifier ça. L'un des premiers qu'on me dit souvent, c'est que c'est seulement pour quelques utilisateurs. Ces quelques utilisateurs, en fait, il faut savoir que c'est beaucoup plus que quelques utilisateurs. Pourquoi ? Déjà, parce qu'en fait, on nous dit que ça correspond à 15% de la population. Il y a à peu près 15% de la population mondiale qui a une sorte de déficience, donc que ce soit une déficience visuelle, que ce soit une déficience cognitive, que ce soit une déficience de mobilité et d'autres. Et du coup, ça fait énormément de personnes. Aujourd'hui, on est à quasiment 1,183 milliard. Et là-dessus, c'est une statistique qui date de 2023, donc vous pouvez prendre ça un peu à la hausse, parce que du coup, aujourd'hui, on a passé le palier des 8 milliards de personnes sur notre planète. Pour vous mettre ça en perspective, parce que pour moi, ce chiffre-là, il est un peu trop gros pour pouvoir le réaliser. Donc, pour pouvoir le mettre un peu en perspective, voilà ce que j'ai fait. Hop, 1,183 milliard de personnes, ça fait à peu près 3,5 fois les États-Unis entièrement. Et là, sur le graphique, il n'y a pas écrit, mais on compte aussi l'Alaska. Ah si, ils sont l'Alaska et toutes les petites îles. Et le Groenland, bientôt. Ou alors 17 fois la France. 17 fois la France, ça fait beaucoup de monde. Du coup, quand j'entends cet argument qu'on me dit l'activité, c'est vraiment pour que quelques personnes aient accès à quelque chose, je pense qu'il n'y a aucune société dans le monde qui cracherait sur à peu près 17 fois la France en termes d'utilisateurs ou 3,5 fois les États-Unis en termes d'utilisateurs. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui veut dire que c'est complètement faux et que l'accessibilité, ce n'est pas quelque chose pour certaines personnes, mais c'est pour tout le monde. Un autre argument qu'on me dit souvent, c'est qu'on me dit que mon produit est trop compliqué pour être accessible. Ça m'arrivait souvent quand j'ai travaillé avec certaines banques, je ne dirais pas de nom, mais voilà, je travaille avec certaines banques, les rédactions sur mon LinkedIn. Et on m'a souvent dit, mon produit, il est beaucoup trop compliqué pour être accessible, du coup, en fait, on ne peut pas le faire. C'est simplement, le produit ne peut pas être accessible, vu qu'en fait, il est trop compliqué. Et là, en fait, c'est là où en fait, je commence à m'énerver et je leur dis, en fait, votre produit il est simplement mal conçu, c'est juste vous êtes nul. Voilà. C'est pas une question de votre produit il est trop accessible ou il n'est pas assez accessible. C'est une question de volonté et c'est une question de faire les bons choix dès le début. Aujourd'hui, si vous avez un produit qui a 20 ans de legacy code et sur lequel vous voulez intégrer de l'accessibilité, vous allez avoir du mal. Vous allez avoir du mal. Pourquoi ? Parce que le design system n'est pas fait pour, parce que les architectures ne sont pas mises en place pour, et en fait, vous allez avoir énormément de mal là-dessus. Mais c'est absolument pas un problème du produit. C'est un problème des choix que vous avez faits et que vous n'avez pas commencé à faire l'accessibilité dès le début, et vous avez décidé de faire l'accessibilité au bout d'un certain moment, généralement parce qu'il y a des régulations. Hop. On me dit aussi également que pour avoir un produit accessible, il faut qu'il soit moche. Ça m'arrivait très très souvent. À chaque fois, on me dit regarde le site des impôts, il est accessible, c'est super, il est super moche. Oui, mais c'est pas un bon exemple, honnêtement. Pour ça, moi, ce que j'aime montrer en général, c'est le site de Amazon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, là, je vous montre le logo d'Amazon en 1998. Alors, moi, je n'étais pas là pour le regarder, j'avais 1 an à cette époque-là. Mais le logo d'Amazon en 1998, on comprend si on n'a pas de déficit en général cognitif, on comprend très bien que c'est un A. On voit que c'est un A, on lit en dessous Amazon.com, on comprend. À côté de ça, on a l'application mobile en 2005. En 2005, c'était il y a longtemps, oui, mais c'était pas il y a si longtemps que ça. Il y avait déjà des iPhones, il y avait déjà des choses. C'était pas il y a si longtemps que ça. Et pour autant, c'est horrible. Pourquoi ? Parce que du coup, on n'arrive rien à lire, c'est tout petit, c'est pas agréable, et on a toutes ces choses-là. Et du coup, maintenant, on a une espèce de glow-up, on va dire, de la part d'Amazon, où du coup, leur logo, on reconnaît très bien leur logo qu'on reçoit sur nos petits colis. Donc, le Amazon qui est lisible, extrêmement lisible même, et la page d'accueil de leur application mobile
qui du coup est super lisible. On comprend directement qu'est-ce qu'est un bouton, qu'est-ce qu'est une catégorie, comment on y arrive. Donc ça, c'est des sortes d'accessibilité. Et du coup, maintenant, on va parler des solutions. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Ok, pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce que ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on fasse juste un Flutter Pub Add Accessibility Solver. On fait 2-3 petites choses avec 2-3 widgets et tout fonctionne. Et je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que faire de l'accessibilité, c'est pas une solution unique. C'est une solution en fait qui est globale, qui va comprendre un ensemble de solutions elles-mêmes et qui va aussi dépendre en fait de votre produit. Donc sur tous les exemples là, que je vais vous présenter par la suite, gardez en tête qu'aujourd'hui, je vais parler de mobile, mais ce n'est pas spécifiquement du mobile. On va aussi également parler globalement de tout ce qui va être site web, tout ce qui va être embarqué. Tout ça, ça suit les mêmes règles. Ça suit les mêmes règles. Aujourd'hui, je vais vous le présenter pour du mobile, mais ça suit les mêmes règles à 95%. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur notre petite liste de familles de handicap, si on peut dire ça. Et en fait, on va essayer de les régler les uns après les autres. Du coup, je vous propose de commencer par tout ce qui est des handicaps non-voyants ou malvoyants. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les non-voyants, pour les malvoyants? Ce qu'on peut faire déjà pour les malvoyants principalement, on va pouvoir changer la taille de la police d'écriture des composants. Ça, normalement, pas trop compliqué. Pourquoi c'est pas trop compliqué? Déjà parce que Flutter le fait de base, pour nous, ça c'est super. Mais c'est surtout, c'est super important pour les personnes qui ont besoin de zoom. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a quasiment plus de 30% des utilisateurs qui utilisent une sorte de zoom sur leur police d'écriture sur leur téléphone mobile. On ne parle pas forcément de personnes qui sont malvoyantes sévères, mais on parle de personnes plus âgées. Moi, je sais que ma mère, par exemple, elle utilise une sorte, elle n'a pas le truc de base, et elle a un, je sais plus, je crois, ça s'appelle Large sur iOS. Mais elle utilise du coup une police d'écriture qui est un peu plus grosse. Le problème, c'est que si vous faites ça et que votre application ou votre produit en général ne le gère pas, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des textes qui vont soit ne pas apparaître sur votre écran, soit qui vont apparaître, mais qui vont se mêler à d'autres textes qui seront en dessous ou qui seront hors de l'écran, et du coup qui ne sont pas lisibles. Et donc ça pose un problème. Ça pose un problème d'accessibilité, juste simplement parce que le contenu n'est pas obtenable. Et ça, c'est un gros problème d'accessibilité. Pour ça, on a quelque chose qui est super, ça s'appelle l'Union européenne. L'Union européenne, je ne sais pas si vous avez entendu, ils ont fait quelque chose qui s'appelle le EAA, le European Accessibility Act. C'est quelque chose qui, depuis plusieurs années, fait un peu de mal aux grosses entreprises, puisque en gros, globalement, elles vont être sujettes à des amendes si leur produit n'est pas accessible. Et cela, à partir du, attention, 28 juin, on est très bientôt. C'était déjà en prévision depuis plusieurs années. Elles ont eu plusieurs années pour s'y mettre. Beaucoup n'y sont toujours pas. Et il va y avoir commencé à avoir des amendes qui sortent. Donc, toutes ces petites choses dont je vais vous parler juste après, gardez-les en tête parce que vous risquez d'en avoir potentiellement besoin dans votre travail ou dans peu importe ce que vous faites dans les prochains mois / années, suivant la taille de votre société. Et bref, et donc pourquoi est-ce que je vous parle de l'Union européenne? Parce que du coup, dans leur European Accessibility Act, ils ont fait quelque chose, ça s'appelle European Accessibility Act, mais c'est un nom vulgaire avec 537 quelque chose, machin, etc. Et tout ça pour dire que, en gros, c'est un document PDF de quasiment 400 pages, et là-dedans, il y a des choses qui sont quand même intéressantes. C'est aussi surtout beaucoup de choses juridiques, mais il y a quelque chose qui sont intéressantes. Il y a notamment, par exemple, tous ces petits graphiques qui nous permettent, par exemple, typiquement là, de savoir la taille réelle d'un caractère par rapport à la distance à laquelle on est. Et ça, c'est super important. Pourquoi est-ce que c'est super important? Parce que forcément, quand on regarde notre contenu sur un téléphone, on va être à une vingtaine de centimètres de l'écran. Si vous regardez ce même contenu-là, mais sur un écran géant dans un cinéma, vous êtes beaucoup plus loin de l'écran. Si vous faites la même taille, si vous mettez la taille à la même distance, bah, vous n'allez rien pouvoir voir. Donc forcément, il faut pouvoir s'adapter. Donc ça, c'est normalement quelque chose qui est super facile en Flutter parce qu'encore une fois, c'est fait de base. Mais il y a quand même quelques petites choses que vous pouvez faire. Normalement, on pense à Text Scaler Off, peut-être si c'est quelque chose, ça vous parle à quelqu'un. Mais sinon, de façon très générale, c'est quelque chose qui est déjà géré par Flutter de base. Donc pas de souci à vous faire de ce côté-là.
Ce qu'on peut faire, et ce qui est beaucoup plus important, et ce qui n'est pas géré surtout par Flutter, c'est d'avoir des contenus avec un ratio de contraste 4.5/1. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, globalement, ça veut dire qu'on veut juste avoir un bon contraste entre notre texte et notre background. Je pense qu'on se rappelle tous à un moment des pages MSN ou des Skyblogs ou des choses comme ça, et d'avoir un texte gris clair sur quelque chose à peine lisible. Et donc, le but, c'est de ne pas reproduire ces choses-là. Donc, on a quelques exemples ici qui nous sont donnés. Notamment, il faut éviter typiquement, par exemple, le vert sur du orange ou le rouge sur du vert, ce genre de choses-là. On essaie d'avoir un bon contraste. Mais je vous ai parlé juste avant de quelque chose où on disait 4.5/1. Qu'est-ce que ça veut dire 4.5/1? Alors, c'est un terme un peu barbare, c'est pour dire qu'en gros, on essaie de faire un ratio. Alors, j'ai oublié de dire que ça, on essaie aussi d'améliorer les polices d'écriture. On se rappelle aussi de MSN. Je pense qu'il y a eu un moment où, en fait, on arrêtait de lire sur MSN. Bref, tout ça pour vous dire que, en gros, on essaie d'avoir un bon ratio. Et je vous présente 2 sites aujourd'hui ici. Donc colors.co, qui moi j'utilise personnellement dans mon travail de tous les jours, qui en fait vous permet en fait de choisir une couleur de texte et également une couleur de background. Et derrière, il va vous dire si vous avez un bon ratio ou non, enfin si ça c'est suffisant ou pas. Mais pour retrouver les 4.5/1, en fait, il faut aller sur le site de WebAIM. WebAIM, c'est un site de Mozilla. Donc, c'est Mozilla qui ont instauré ce standard-là. Et en fait, on peut, pareil, choisir en fait, une espèce de foreground color et une background color. Et derrière, en fait, ça va nous sortir tout un tas de tests et nous dire en fait si nos couleurs en fait passent le test ou non d'accessibilité sur le contraste. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi également? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi également au niveau des handicaps sensoriels visuels? Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir parler de VoiceOver et TalkBack. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que VoiceOver, TalkBack, il y a des gens? Ouais. Ok. Qui c'est qui ne connaît pas VoiceOver ou TalkBack? C'est plus intéressant comme question. Ok, quelques personnes. Qu'est-ce que c'est? Alors normalement, j'ai une petite vidéo si j'arrive pas à faire ma démo, mais je vais essayer de faire une démo. Alors. On va essayer, mais c'est pas dit. Il faudrait que ça détecte les choses correctement. Ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai oublié de me connecter la Wi-Fi là-dessus, je pense. Non, c'est pas grave. J'ai normalement une petite vidéo. Ça risque d'être peut-être fort, peut-être pas fort. Bon, en tout cas, c'est pas super grave. On va mettre ça comme ça. Globalement, VoiceOver et TalkBack, ce sont 2 technologies de lecture d'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour une personne qui est déficiente visuelle complète, donc quelqu'un qui est aveugle, ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'en fait, il va pouvoir activer un mode sur son téléphone qui va lui permettre en fait de naviguer sur son téléphone sans avoir à appuyer sur un endroit précisément. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux faire la démo sur mon téléphone. À falloir plisser les yeux, je suis vraiment désolé. C'est pas très accessible. Si j'active VoiceOver, alors je ne sais pas si les gens peuvent voir, il y a un petit carré qui va du coup se mettre juste à côté de mon application photo. Parce que là, je l'ai sélectionné. Et en fait, si je swipe d'un côté, on va passer à l'application suivante. Et en fait, on peut faire ça. Et par exemple, là, je suis sur l'application, par exemple, météo. Et si j'ai envie de faire une sélection, hop, je double-clique sur l'application, n'importe où sur mon téléphone, et on active cette application-là. Et ça, c'est la manière dont les personnes aveugles se déplacent sur leur téléphone. Ce qu'on ne voit pas ici, parce que là, mon téléphone, il est en muet, mais en fait, ça vient lire vocalement, du coup, l'entièreté de ce qui a été retranscrit sur le téléphone. Mais du coup, pour ça, il y a une grande question. Si le téléphone, il arrive à lire ce qui est sur l'écran, comment il le fait? À quel degré d'information est-ce qu'il le fait? Et oui, il le fait super vite, c'est vrai, déjà. Mais surtout, comment est-ce qu'il arrive à détecter qu'est-ce qui est un texte, qu'est-ce qui n'en est pas un? Comment est-ce qu'il décide de choisir qu'est-ce qu'il lit et qu'est-ce qu'il ne lit pas? Et pour ça, on va parler de sémantics. Sémantics, ça fait un peu peur. Donc pour parler de sémantics, avant, on va parler du coup du rendu de sémantics. Aujourd'hui, ici, je vous ai pris une petite application que j'ai faite il y a un petit moment. Et en fait, aujourd'hui, vous avez du coup sur la partie gauche, du coup, ce que vous avez standard. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est ce que n'importe qui peut voir.
Et ce que vous avez à droite, c'est l'application, la même chose, sauf que j'ai activé un petit flag qui s'appelle en Flutter le Semantics Debugger et qui vous permet en fait de voir ce que les semantics actuellement voient. Donc typiquement, on peut voir que par exemple, si on se met, alors je vais être devant l'écran, si on se met typiquement ici, on pourrait voir que du coup l'application dirait choose a starting point, et du coup les semantics diront exactement la même chose, choose a starting point. Ici, j'ai fait exprès de ne pas vous donner une version optimisée. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que du coup, on va parler de semantics, et c'est ça qui va me permettre d'optimiser ces différentes choses-là. On va voir comment est-ce qu'on peut optimiser ensemble pour afficher, pour améliorer et pour désactiver certaines choses que l'écran lirait de base. Hop. OK. Donc comme je vous ai dit, il y a un petit flag qui existe. C'est ça qui permet, dans votre matériel app, de pouvoir en fait passer d'un mode à l'autre et d'afficher entre la vue normale et la vue où en fait on voit ce que les semantics peuvent lire. Donc parlons de semantics. Semantics c'est une classe qui est horrible. Le constructeur il fait peur. On ne peut pas le dire qu'il fait autre chose que peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est super simple. C'est super simple en réalité et beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps et pourtant c'est super simple parce qu'en réalité, il n'existe que 5 différents types de semantics. Donc tout ça, c'est des widgets. Donc on a le widget semantics, le merge semantics, le block semantics, le exclusive semantics et le index semantics. Globalement, dans les 3 quarts des cas, vous allez utiliser globalement le semantics et le merge semantics. Donc les semantics, globalement, qu'est-ce que ça fait? Je reprends ma petite slide. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on a une icône, on a un icon button, et si on appuie dessus, ça va supprimer un utilisateur. Super. Mais par contre, quand moi, mon lecteur d'écran, il va passer sur cette icône-là, lui, il n'est pas au courant parce qu'il n'y a aucun texte. C'est juste, il n'y a pas de texte. Donc, il ne va rien lire. Et il va juste dire icon button. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais il ne sait pas ce que ça fait. Du coup, c'est pour ça qu'on va mettre une sémantique tout autour, donc un widget sémantique qui va aller tout autour, et en fait qui va donner un certain nombre de contexte à ce que est censé lire TalkBack ou VoiceOver. Donc on va par exemple avoir le fait que ce soit un bouton. On va voir par exemple avoir le fait que ce soit activé. Ce bouton, il est activé. Et ensuite, on va pouvoir simplement mettre un label. Donc là, typiquement, j'ai dit supprimer le nom de l'utilisateur. Et désormais, si on activait VoiceOver là-dessus, au lieu de dire simplement icon button et rien d'autre, il dirait supprimer Enzo Conti. Voilà. Et il dirait que c'est un bouton. Donc, supprimer Enzo Conti, button. Donc ça, c'est pour les semantics. Qu'est-ce que c'est que merge semantics? Qu'est-ce que c'est que tous les autres? C'est vraiment pas assez compliqué. Merge semantics, c'est juste pour prendre un ensemble d'éléments et leur dire, voilà, vous groupez tout ça, et maintenant, ça devient tel label. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs boutons ou plusieurs différentes actions, vous pouvez tous les grouper et dire, c'est un ensemble pour faire l'administration. J'en sais rien. On va aussi avoir le bloc sémantique. Le bloc sémantique, c'est super simple. Ça permet simplement de bloquer une sémantique temporairement ou non. C'est super utile quand vous avez les petites modales ou des petites pop-up qui s'affichent sur votre écran. Ce que vous voulez surtout pas, c'est que VoiceOver lise ce qui se passe derrière l'écran, mais pas sur la pop-up. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en fait, on veut vraiment lire le contenu de la pop-up, mais pas ce qui se passe derrière. Et ça, c'est un comportement qui arrive souvent. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on vient enrober l'entièreté de notre application ou l'entièreté de notre vue dans une bloc semantics, et quand on affiche la pop-up, on bloque tout ce qui est derrière. Aussi simple que ça. Le exclude sémantique, très très simple. On prend quelque chose qui est lu par le lecteur d'écran et on dit le lit plus. Fin d'histoire. Et le index semantics, c'est probablement ce que vous utiliserez le moins. C'est utilisé pour certaines listes et globalement, ça permet en fait de dire élément numéro 1 de liste, etc. Voilà, et vous pouvez continuer, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est occasionnellement utilisé. Maintenant qu'on sait ce que c'est que les semantics, on peut revenir sur notre exemple. Sur notre exemple, maintenant, je viens de faire quelques améliorations. Donc là, j'ai amélioré ma version de semantics et on peut voir quelques améliorations qui sont vraiment notables. Notamment sur notre petit bouton sandwich, ici même. Avant, pour une personne qui n'avait pas de problème, qui n'était pas aveugle typiquement, ou qui n'utilise pas VoiceOver, on pouvait très vite voir, ok, c'est un bouton sandwich, je sais, j'appuie dessus, il y a un menu qui arrive, pas de souci. Par contre, si je n'avais pas fait mon amélioration, là, VoiceOver et Talkback
allez simplement le dire en tant que bouton. Un bouton qui fait quoi? On ne sait pas. Mais par contre, vu que j'ai enrobé mon petit bouton sandwich dans un widget semantics, on peut lui donner un contexte en disant OK, ça ouvre le menu. Donc quand on appuie dessus, ça ouvre le menu, c'est un bouton. Et en fait, on va avoir ça pour tout un ensemble d'éléments. On va typiquement aussi avoir un exemple avec les exclus de semantics, où ici, on a une petite icône qui est lue par qui est reconnue du moins par VoiceOver, mais qui n'est pas lue parce qu'il n'y a pas de texte. Mais par contre, en fait, ça, c'est que la déco. Donc ça n'a aucune valeur pour quelqu'un qui est aveugle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on la supprime. Et on lui dit simplement, hop, tu passes à autre chose. Donc ça, c'est rien de plus compliqué, rien de plus simple, pour moi. Et je pense que c'est à la hauteur de tout le monde. Je pense que c'est juste une manière de coder qui est différente. Lorsque vous faites du Flutter, posez-vous la question, est-ce que j'ai pas quelques widgets sémantiques à rajouter sur ma vue? Est-ce que j'ai pas quelques autres petites choses que je peux rajouter? Ça prend vraiment 10 minutes à chaque fois que vous faites une vue. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous ai présenté du coup le semantics debugger que vous pouvez mettre dans le Material App. Donc celui-ci, hop, celui-ci, qui vous permet du coup de voir ces résultats-là. Sachez-le, il y a aussi un widget qui s'appelle Semantics Debugger que vous pouvez mettre n'importe où dans votre application et qui fait exactement la même chose, mais juste sur une partie de votre code, mais il est plus ou moins boudé. Il y a plein de gens qui l'utilisent pas. Voilà, sachez-le, c'est le fun fact de la présentation. Ce qu'on va aussi avoir sur les handicaps sensoriels, visuels, c'est qu'on va avoir les rappels sensoriels. Ce que j'appelle les rappels sensoriels, ça va être ce genre de choses-là. Aujourd'hui, imaginez sur cette slide-là que vous êtes daltonien. Imaginez que vous êtes daltonien, que vous ne voyez pas le rouge. Donc, vous remplissez votre petit formulaire de login, vous appuyez sur Entrée, ou vous appuyez sur Done, ou vous appuyez sur le bouton Valider, peu importe, et il ne se passe rien pour vous. En fait, vous ne savez pas, parce que vous ne voyez pas le rouge. Du coup, vous ne voyez pas qu'il y a une erreur sur votre password. Il ne se passe rien. Du coup, les rappels sensoriels, en gros, le principe, c'est de toujours démontrer une erreur ou un succès de au moins 2 façons différentes. Donc, ça peut être typiquement, là, dans ce cas-là, où on met la couleur rouge, mais aussi on met un petit texte en dessous, voilà, ton mot de passe, il est incorrect. Donc, c'est des petites choses, mais, encore une fois, c'est des petites choses qui, une fois tout assemblées, font qu'une application est accessible ou non. Ok, donc on a parlé des handicaps visuels. On va aussi maintenant parler des handicaps auditif, donc tout ce qui est pour les non-entendants et les malentendants. Donc ça va être un peu plus rapide, parce que c'est pas ma spécialité déjà, mais en plus parce que c'est des solutions qui sont un peu plus spécifiques. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est toujours forcément, c'est ajouter des sous-titres lorsque vous avez des vidéos. Il y a énormément de vidéos et de médias qui sont faits, qui sont générés ou qui sont ajoutés dans des applications et qui pour autant n'ont aucun sous-titre. C'est extrêmement frustrant parce que si vous ne pouvez pas entendre, vous ne comprenez pas l'information et vous perdez énormément en contexte. Je ne parle pas forcément de choses, par exemple des TikTok ou n'importe quoi, mais on a aussi énormément de pages de e-learning ou des choses comme ça qui sont faites en format vidéo et qui n'ont aucune retranscription en texte. Ça, c'est un gros problème. On a aussi également, bien sûr, les rappels sensoriels, donc les rappels sensoriels haptiques, typiquement ici. Donc vous avez une petite pop-up qui s'affiche sur votre écran, hop, une petite vibration sur votre téléphone. C'est toujours une manière de montrer comme quoi il y a quelque chose d'important qui se passe sur votre téléphone. Ok, on va parler maintenant des handicaps cognitifs, principalement la dyslexie. C'est un petit quick fix qui est super facile à rajouter sur vos applications. Ça prend vraiment 5 minutes, pas plus. Ce que vous faites, c'est que vous faites une page settings, comme vous avez probablement sur tous vos apps. Dans votre page settings, vous faites une petite préférence et vous leur dites OK, est-ce que tu veux changer toutes les polices d'écriture pour mettre du Open Dyslexic. Open Dyslexic, c'est une police d'écriture qui est faite pour les personnes qui sont dyslexiques et qui leur permettent du coup de lire ou en tout cas de mieux lire ce qui se passe sur leur écran. Alors c'est assez contesté parce qu'il y a certaines personnes que ça aide et d'autres personnes que ça n'aide pas. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter vraiment en 5 minutes sur toute votre application. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, Open Dyslexic, ça fait même pas 1 méga. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut rajouter super facilement. Ensuite, on va parler toujours des handicaps cognitifs et je vais faire un groupement d'hyperactivité et de troubles déficit d'attention. Déjà parce que c'est pas si loin que ça l'un de l'autre, mais aussi simplement pour la présentation, sinon ça pourrait durer encore énormément longtemps.
Comment est-ce qu'on gère ces choses-là? De façon très simple, on essaie d'avoir des interfaces épurées. On dit au revoir à Amazon de 2005 et on essaie d'éviter forcément les chargements longs autant que possible. Bon, ça, j'imagine que c'est quelque chose que vous essayez tous de faire tout le temps, mais si vous rajoutez 2 secondes ou 3 secondes à votre splash screen juste parce que vous voulez que le splash screen soit visible, sachez que c'est cool, mais c'est pas forcément incroyable pour les personnes qui ont ces problèmes-là. Et maintenant, on va parler des handicaps de mobilité. Les handicaps de mobilité, c'est surtout c'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Parce qu'il y a très peu de recherches dessus, déjà. Mais sur les recherches qu'on a, on sait que l'accessibilité, elle passe souvent par l'UX. Et par l'UX, du coup, on peut faire quelques petites choses, notamment sur la position des boutons. On se rappelle tous à un moment que iOS, ils avaient toujours un petit bouton retour qui était toujours en haut à gauche de leur petite page, et c'était super compliqué. Et pour eux, ils ont inventé leur propre système astuce, c'est qu'ils ont fait un swipe vers le bas, qui leur permet en fait de prendre une partie de l'écran du haut et qui se rabaisse. En fait, vous pouvez atteindre du coup ce bouton-là avec votre doigt, avec votre pouce. Mais de façon générale, ce qui est recommandé, c'est vraiment de ne pas avoir du coup de boutons ou en général de choses qui sont censées actionner des éléments dans toute la partie haute et gauche de votre téléphone. Pourquoi? Alors, si vous avez un iPhone mini, vous n'aurez pas ce souci-là, mais simplement parce que si vous avez et vous voulez aller sur le bouton en haut, ce que vous faites, c'est que vous faites un mouvement dangereux, et là, je suis à 2 doigts de faire tomber mon téléphone. Et pourtant, moi, j'ai pas de souci. Mais vous prenez quelqu'un qui a des difficultés ou à qui il manque un doigt ou peu importe la raison, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, on évite simplement de faire ça. De toute façon, en général, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé niveau UX, donc normalement, c'est censé être assez facile. Ce qu'on peut avoir aussi également, et c'est ce que je fais moi dans mon entreprise, c'est qu'on fait de la cartographie adaptée. C'est-à-dire que il y a énormément de personnes, si vous faites de la cartographie, si vous utilisez Google Maps, si vous utilisez Waze ou n'importe quoi, ou une API dans ce genre-là dans votre application, ce qui arrive assez souvent, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter certains flags dans votre requête pour dire, OK, ma personne, elle est potentiellement en fauteuil roulant. Du coup, la faites pas passer par des escaliers, la faites pas passer par une grosse pente, la faites pas passer par un endroit dangereux où il y a des travaux ou peu importe que ça. Ça, c'est des choses qui sont totalement possibles à faire directement dans vos requêtes Google Maps. Donc ça, pas super compliqué à faire non plus. Et encore une fois, ça permet de ne pas mettre en danger des personnes, ça permet d'avoir un système qui est plus accessible, même si potentiellement vous allez faire 50 mètres de plus pour arriver à votre destination. Une dernière type d'activité, c'est une type d'activité dont je n'ai pas parlé, simplement, parce que c'est une petite surprise, c'est l'activité territoriale. Qu'est-ce que c'est l'activité territoriale? Ben, je vais essayer de vous le faire deviner avec ces deux logos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Facebook Lite? Ouais, quelques personnes. Facebook Lite, c'est une version de Facebook qui est sur les stores, qui est update en même temps que Facebook les 3 quarts du temps. La différence, c'est surtout au niveau des specs de cette application-là. Donc on a Facebook, qui est du coup sur la gauche, qui demande 75 MB d'installation pour l'installer, et on nous demande forcément Android 11. Maintenant, je crois que c'est un peu plus, je crois qu'on est sur Android 13 minimum pour Facebook. Et à côté de ça, on a Facebook Lite qui fait magnifiquement que seulement 2 mégas, qui est déjà une prouesse honnêtement. Et en fait, comment est-ce qu'ils font ça? Déjà, il y a moins d'animation, il y a moins de requêtes qui sont faites, et également, on utilise Android 8. Pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire tout ça? Pourquoi? Simplement parce qu'en réalité, il y a énormément de pays où en fait aujourd'hui la data, ça reste encore très cher. Aujourd'hui, on est en France, on a des forfaits à 100, 150, voire même 200 gigas par mois de data. Il y a énormément de pays encore dans le monde où avoir ne serait-ce que 100 mégas d'internet par mois, c'est déjà beaucoup. Donc, il faut prendre en compte ces gens-là. Et si vous voulez avoir une application qui est vraiment accessible et qui est vraiment populaire dans le monde entier, il faut prendre en compte ces paramètres-là. Et il faut éviter, par exemple, du coup, de balancer des photos qui font 3 mégas à l'utilisateur juste parce que vous voulez lui montrer une superbe photo d'une voiture, etc. Donc, il y a des optimisations qui peuvent être faites sur les photos, typiquement. Donc, soit si elles sont hébergées dans votre application, donc vous pouvez checker votre app bundle, vous pouvez regarder du coup qu'est-ce qui est lourd et comment l'optimiser. Si c'est des fichiers qui sont envoyés par le client,
vous pouvez faire tourner des Cloud Functions ou des choses comme ça qui permettent de reprendre ces fichiers-là, les optimiser et d'en faire des fichiers beaucoup moins lourds et ensuite de les repartager du coup à vos autres utilisateurs. Donc c'est un petit peu la fin de ma présentation. Je voulais du coup vous présenter encore une fois le ETSI EN 301-549 qui est le European Activity Act. C'est ça dont je parlais à un certain moment. Donc comme je l'ai dit, c'est un PDF qui fait 300 pages et des poussières, mais il y a certaines choses qui sont intéressantes. Donc si vous voulez y jeter un œil, vous pouvez. Il y a la page d'Excité Flutter, il y a Rebel App Studio qui ont fait pour eux vraiment un plugin. Moi j'ai parodié en disant qu'il n'y avait pas de solution unique, et c'est vrai, mais ils ont fait un plugin qui est vraiment sympathique, qui permet en fait de détecter toutes les grosses fautes d'accessibilité que vous pouvez avoir au sein de votre application, notamment par exemple si vous avez un bouton qui fait moins de 48 pixels par 48 pixels, dans ce cas-là c'est une faute d'accessibilité. Ça peut vous aider si vous faites un audit d'accessibilité un jour dans votre vie. Il y a énormément d'autres choses, et ensuite j'ai énormément de comment s'appelle ça, des Code Labs pour faire de l'accessibilité si jamais ça vous intéresse, donc que ce soit sur du Flutter ou que ce soit dans d'autres technos, donc typiquement du web, du Angular et différentes choses. Ces slides-là, ils vous sont partagés dans tous les cas, ou en tout cas, vous pouvez me les demander si jamais. Et puis, ce sera tout pour moi. Et puis, je vous laisse avec mon petit QR code si vous avez des feedbacks, ou si vous voulez me poser des questions plus tard, ou si vous voulez me poser des questions maintenant. Merci. Alors, merci Nico. Il y a une question en ligne. Donc, est-ce que tu as une solution pour récupérer la fonte système du téléphone afin de l'utiliser dans ton application, ce qui aiderait pour un support de la dyslexie, par exemple? Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas possible justement parce que l'effet sandbox qui est sur iOS et qui est sur Android devient de plus en plus sandbox, au moins, ne permet pas de récupérer du coup des informations système comme ça. Ou en tout cas, je me trompe peut-être, mais je pense pas. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux, dans tous les cas, de lancer une application dans le moyen dont elle est censée être créée, et ensuite de demander à l'utilisateur s'il veut avoir ces paramètres-là ou non. Je comprends la chose, mais je comprends aussi la faille que ça pourrait être au niveau des données utilisateurs, ces différentes choses-là. Une autre chose qui est super importante aussi, c'est de ne pas stigmatiser les personnes. C'est pas parce qu'une personne elle utilise une fonte large que vous devez du coup dire que tous les textes doivent être super larges dans tous les cas. Vous devez la laisser du coup décider si elle veut son application en large, en moyen ou en small. C'est à elle de décider et pas du coup à vous de décider pour elle. Donc ça c'est quelque chose qui est super important. Mais je sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que c'est pas possible entre les deux. Internet. Merci. C'était par rapport à VoiceOver ou Tollback. En fait, c'est plus pour comprendre la chronologie parce que ça fait de la synthèse vocale du coup. Et en fait, c'est plus dans l'exemple que tu avais montré. Est-ce qu'il se déclenche automatiquement ou c'est toi qui vas swipe et du coup, au fur et à mesure, comment ça va lire en fait les différentes sémantiques? Ok. C'est dommage que j'ai pas pu faire ma démo du coup. Du coup, en fait, vraiment quand ça se passe, c'est quelque chose Tollback et VoiceOver, c'est quelque chose que tu actives volontairement sur ton téléphone. Donc typiquement pour moi, j'ai un raccourci qui me permet de faire 3 clics sur le bouton Power et du coup ça ouvre VoiceOver. Et ensuite, ce que tu viens faire, en fait, c'est que tu viens faire des swipes gauche ou droite. Et en fait, faire un swipe vers la droite, ça te fait passer à l'élément suivant, et le swipe vers la gauche, ça te passe à l'élément précédent. Et tu fais ça en fait globalement, du haut de la page vers le bas de la page. Donc quand tu appuies par exemple sur un bouton qui t'amène vers une nouvelle page, peu importe où est le bouton sur la page précédente, tu vas remonter sur la nouvelle page et tu vas, du coup, la synthèse vocale va lire le premier élément lisible qui est sur la prochaine page. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, il y a plein d'autres petites choses dont on n'a pas parlé, typiquement le rotor et différentes autres choses qui permettent de passer d'entête en entête, donc de titre en titre vraiment, sans avoir à lire tout le contenu, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont, je dirais, plus avancées. Merci. Moi, j'avais des questions. Je vais reprendre mes notes. Dans les sémantiques, c'est un champ label. Ouais. Tu avais mis une chaîne en dur. Est-ce qu'il est possible d'internationaliser cette partie-là? Bien sûr. Là, j'ai mis une variable. Typiquement
pour montrer que c'était dynamique. Mais oui, c'est totalement internationalisable. En général, c'est même ce qui est recommandé, d'autant plus puisque c'est une façon de faire d'activité aussi également, c'est l'internationalisation. Du coup, oui, c'est complètement possible d'internationaliser du coup l'entièreté du label et de dire dans différentes langues la même action. J'ai une deuxième question. Tu parlais des splash screens. Alors, c'est cool de le laisser 3 secondes parce qu'on voit le logo, mais du coup, ça peut être un frein à l'utilisation de ton application pour des gens qui auraient des troubles de l'attention. Ouais. Est-ce que ajouter des animations, par exemple, sur ces parties de chargement ou d'attente, ça peut aider ces personnes-là? Là-dessus, c'est aussi controversé. Ça dépend des personnes, en fait, en réalité. Il y a des personnes qui vont apprécier le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe sur l'écran et du coup, elles le comprennent et elles voient qu'il se passe vraiment quelque chose. Il y a d'autres personnes qui vont en fait réagir complètement différemment et pour qui en fait elles, ça va les ennuyer encore plus puisqu'en fait elles sont vraiment dans l'attente de quelque chose. Je pense qu'on a déjà même tous eu ces choses-là où en fait on essaie de faire un téléchargement et en fait on est juste en mode genre bon ça se finit quand ou il se passe quoi, est-ce que ma machine elle a prise, peu importe ce qui se passe. Et c'est pas l'exactitude de la maladie, mais je pense que c'est une façon dont on peut se le représenter. Donc ça dépend des personnes. Je réponds à ce qu'il vient de dire. En plus, c'est toi qui m'en as parlé. Tu sais, il y a un truc avec sémantique qui dit ce qui est en train de se passer sur l'écran, à la place de que ça décrive, que les gens, ça leur décrive ce qu'il y a. Comment ça s'appelait là, le sémantics? Semantics Annonce. Ah, c'était annonce, ok. Du coup, ça pourrait être sur le splash screen. Tu lui dis, dis aux personnes qui vont lire l'écran ce qui va se passer. Genre un temps d'attente, ou alors au bout de 3 secondes, ça va passer à l'écran d'après. Tu peux lui mettre quelque chose. Et sinon, SNCF Connect, ils ont enlevé plein d'animations, ils ont fait plein de choses autour de ça, je crois. Donc eux, ils doivent avoir vachement travaillé le sujet. Parce que je sais que oui, il y avait des histoires d'animation qui ne plaisaient pas et qu'ils avaient enlevé. Ils ont fait un petit peu taper sur les doigts. Bah oui. Des outils qu'ils ont fait passer. Il y a des trucs à creuser de leur côté à eux, quoi. Ils ont dû bien avancer le sujet. Nicolas, t'as pas de questions? T'en as une, ça. Alors, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. Donc, moi, j'organise des ateliers pour tester la lecture d'écran. Donc, l'idée, c'est de venir, de démarrer tous le lecteur d'écran, on l'avait tous sur votre téléphone, et puis d'essayer de l'utiliser. Donc, on l'avait fait à Mobilis Immobilier mardi. Du coup, peut-être qu'on pourrait le faire aussi un soir au Meetup, ça sera à voir. Juste un conseil, du coup, quand vous allez tester les lecteurs d'écran et tout ça, au bout d'un moment, dans les open space, d'avoir les lecteurs d'écran, ça va être un peu ennuyant. Et il y a du coup une option dans les paramètres avancés pour développeurs. Donc, il faut aller dedans et du coup de décrire ce que le talkback devrait lire. Donc, plutôt qu'en fait d'avoir les comme ça, on aura en fait des sous-titres qui vont apparaître avec ce qui est. Du coup, ça permet de ne pas avoir la belle voix entêtante. Mais c'est du coup, comme tu as dit, c'est vraiment une option pour développeurs, parce que du coup, si on est vraiment aveugle, les sous-titres ne vont pas aider pour le coup. C'est ça. Mais pour le coup, oui, c'est une bonne chose pour le développement de pouvoir du coup ne pas se taper forcément la voix de Siri, etc., de dire exactement ce qu'on a dit 25 fois, parce qu'en fait, on essaie de trouver une bonne condition pour avoir le bon label ou peu importe la raison. Mais par contre, ce qui est super important et que je vous recommande, moi je l'ai essayé pendant une semaine d'utiliser mon téléphone qu'avec VoiceOver. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'applications que vous utilisez dans votre quotidien qui ne sont pas du tout accessibles. Mais je vous recommande au moins peut-être essayer au moins juste une heure. Une heure, vous prenez une heure, vous essayez de rader, essayez de, je sais pas, essayez de faire un post Instagram avec VoiceOver. Vous allez voir, c'est fun. Merci. On parle beaucoup de voice-over, qui m'a l'air d'être plutôt orienté pour des personnes qui sont malentendantes, voire même sourdes, etc. Pour les autres formes d'handicap, notamment la dyslexie ou même le fait d'être PMR, etc., j'imagine que si moi, en tant qu'utilisateur handicapé, je ne me déclare pas en tant que tel, comment, entre guillemets, si tu veux, l'application que je suis en train de visiter, elle va savoir que. Est-ce que tu as d'autres exemples d'outils typiques VoiceOver, mais pour d'autres formes d'handicap
afin qu'on puisse nous le détecter et derrière mettre en place? Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas énormément d'outils qui sont encore mis en place, notamment parce que c'est difficile de faire une solution qui marche pour tout le monde. Notamment sur tout ce qui va être, il y a énormément de choses qui sont faites au niveau de ce qu'on appelle le reduce motion. Donc en gros, ça va être des animations qui vont être plus lentes. Ça va être des choses qui vont se passer plus lentement pour moins fatiguer le cerveau. Du coup, ça, c'est des choses qui existent déjà, mais qui n'existent pas forcément sur l'entièreté de plateforme. Aujourd'hui, on s'est quand même focalisé sur VoiceOver. Talkback, c'est globalement la même chose, mais je dis bien globalement, mais il y a des différences. Les différences entre les API internes d'accessibilité sur Android et sur iOS ne sont absolument pas les mêmes. Je dirais que iOS est quand même beaucoup plus en avance au niveau de l'accessibilité que le Google ne l'est. Mais après, ça, c'est des aléas et potentiellement, il y aura des choses qui sortiront bientôt, mais voilà. Donc, je n'ai pas forcément de solution à t'orienter là-dessus. Ça dépend encore vraiment du cas d'usage et de l'application et de qu'est-ce que vous voulez supporter exactement. Faut aussi penser à un truc, c'est que quand on fait l'accessibilité, il ne faut pas essayer d'avoir le 100% d'accessibilité. C'est quelque chose qui est quasiment inobtenable. Il vaut mieux essayer de faire un petit peu et essayer de bien faire que d'essayer de supporter tout et de tout mal faire. Ça paraît logique, mais voilà. C'est un peu la continuité de sa question. On parle de... J'étais sûr que tu allais me le faire. On a parlé de VoiceOver, mais est-ce que sur Android, on a un équivalent VoiceOver? Parce que oui, l'équivalent il s'appelle Talkback. Okay. Et c'est vraiment quelque chose de très très similaire. Ça marche sur les mêmes bases. On a les mêmes types de comportements. Donc on a pareil les swipe à droite pour aller sur l'élément suivant, swipe à gauche pour passer sur l'élément précédent. Encore une fois, ça dépend aussi beaucoup de quel Android c'est, parce que du coup Android globalement il y a énormément de surcouches. Donc entre la différence entre Talkback d'une surcouche Samsung et le Talkback d'un Nothing Phone, ça sera pas la même chose. Enfin, ça sera globalement la même chose, mais on n'aura pas forcément l'entièreté des mêmes features. Du coup, encore une fois, c'est pour ça que ça rend les choses aussi plus compliquées à développer du côté Android au niveau de l'accessibilité. Mais c'est pas impossible. Je vous assure, c'est pas impossible. On a fait un 90% sur un audit d'accessibilité récemment côté Android et côté iOS, donc il n'y a pas de souci. Non, je pense que c'est bon. Okay, merci beaucoup. Merci. Vous avez quelqu'un, peut-être là.